Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Back to Basics, donc un webinaire sur les basiques de l'investissement et de l'épargne financière. On va attendre quelques instants si ça vous va pour que tout le monde soit bien arrivé. Et ensuite, on va commencer d'ici quelques minutes. On a pas mal de monde aujourd'hui. On va attendre encore allez, une trentaine de secondes et puis on va commencer. Alors, on a encore des arrivées. On va attendre encore quelques secondes. Bonjour à tous. On peut peut-être commencer, je vous propose. Alors, merci beaucoup déjà d'être là ce soir avec nous. Donc, pour un webinaire illustré sur les basiques de l'épargne. Donc, Lynxea, déjà, qui sommes-nous? On est une plateforme d'épargne en ligne. On va distribuer des produits comme des contrats d'assurance vie ou des PER. On est leader en France. On a 90 000 clients et un peu moins de 3 milliards d'argent confiés. Et on a comme mission d'apporter moins de frais et plus de conseils à nos clients. Et aujourd'hui, on est très content d'accueillir Guillaume Simonin et son cercle Regenize. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Diane, merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, Guillaume, toi, tu es un créateur de contenu en finance personnelle. On adore ce que tu fais chez Lynxea. On adore notamment tes feuilles volantes. C'est une manière graphique de simplifier des notions qui peuvent être un petit peu complexes souvent à des gens qui ne sont pas spécialistes de l'épargne. Et chez Lynxea, on aime bien parce qu'on a une même mission qui est le fait de rendre accessible la finance à tous. Donc, on est très content d'avoir co-créé ce webinaire avec toi pour répondre à certaines questions que certains de nos clients et puis pas mal de gens dans ta communauté se posent souvent sur l'épargne personnelle. Donc voilà, on va rester ensemble à peu près 45 minutes. Il y a déjà des questions qu'on a reçues, qu'on a disséminées tout au long de cette présentation. N'hésitez pas, donc pour tous les gens qui sont là, à l'aide des fonctions sondage et questions en bas de vos écrans à droite, de poser en live aussi vos questions. On essaiera avec Guillaume d'y répondre un maximum. Alors, ce qu'on va faire pendant ce webinaire, ça va être ce qu'on va essayer en tout cas de vous apprendre, c'est l'importance d'avoir un plan d'épargne dans sa vie. 2, des méthodes de base pour mettre de côté, ce qu'est une enveloppe d'épargne, notamment une enveloppe fiscale, et 2 ou 3 bonnes pratiques pour pouvoir commencer dès aujourd'hui. On ne va pas forcément parler de choses plus complexes comme par exemple ce qu'est un produit structuré ou bien la différence entre une SCPI et une SCI, mais on va se contenter des questions, je dirais, essentielles sur l'épargne. Voilà, eh bien écoute, à toi la parole, Guillaume, avec déjà pour commencer sur pourquoi investir. Pourquoi investir? C'est une bonne question, question essentielle qu'on ne se pose pas généralement, parce que la première question qu'on se pose quand on s'intéresse à l'investissement, c'est très souvent le comment.
comment je veux investir, dans quoi je dois investir. Et au final, c'est la dernière question qu'il faut se poser. La première question à se poser, c'est d'abord le pourquoi, mettre un peu de sens à tout ça. Et le pourquoi, c'est les projets. Le pourquoi, c'est peut-être préparer sa retraite. Peut-être que c'est préparer un projet en particulier, peut-être que c'est préparer les études de ses enfants, peut-être que c'est préparer la succession. Enfin, il peut y avoir plein de projets, il y a autant de projets que d'individus, et l'idée c'est de remettre l'argent à sa juste place comme étant un outil au service de ces projets. Et pour ça, il y a une méthode assez simple pour construire une stratégie d'investissement avant même de savoir ce qu'on va mettre à l'intérieur. C'est moi ce que j'appelle un peu le voyage financier. Préparer ses finances, construire sa stratégie, c'est un peu comme un voyage. C'est définir d'où on part aujourd'hui, c'est-à-dire faire le bilan sur son patrimoine disponible, l'état de ses finances, sa capacité d'épargne, éventuellement sa capacité d'emprunt si demain on va aller investir dans l'immobilier, mais être bien clair déjà sur d'où on part et ensuite définir où on va. Et ça, c'est donner le cap, c'est la direction, c'est les projets, c'est définir les objectifs financiers. Et quand je dis objectif financier, c'est si j'ai un projet demain de résidence principale ou si j'ai un projet de retraite, il faut essayer de le budgéter. Il faut essayer de le rendre spécifique pour qu'on puisse le travailler. Et ensuite, bien entendu, dans l'investissement, on raisonne beaucoup en horizon de temps. Donc, c'est assez essentiel de parler de ces horizons de temps et d'être très clair sur ces horizons de temps. Est-ce que c'est à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et enfin, de mettre un ordre d'importance à ces projets, parce que si on a 10 projets mais qu'on n'a pas les moyens de tous les réaliser, il y a un moment, il faudra faire des choix et des arbitrages. Et la stratégie d'investissement, ben, c'est ni plus ni moins la ligne qui permet de partir de là où on est aujourd'hui et d'aller là où on veut aller demain. Et c'est comme ça qu'on construit sa stratégie d'investissement. Ok. Donc, merci Guillaume. Donc, la nécessité d'avoir un plan, de ne pas se dire juste j'épargne comme ça. Très bien. À ce propos, on avait une question donc on a reçue avant ce webinaire, c'est j'ai une très faible capacité d'épargne. Est-ce que je dois quand même commencer à mettre de côté ou est-ce que j'attends un meilleur salaire dans le futur? Alors pour moi, même si elle est faible, elle est existante. Et à partir de là, ben, on doit la mettre en mouvement, on doit la mettre en action. C'est pas une question de moyens, l'investissement. C'est plus une question de volonté, d'envie et de capter l'importance en fait de l'investissement et que si je m'y prends tôt, le temps joue vraiment en ma faveur. On appelle ça la mécanique des intérêts composés. On ne va pas nécessairement en parler là, mais c'est la mécanique qui sous-tend réellement le mécanisme du placement financier. Et dans cette mécanique des intérêts composés, il y a deux choses à savoir, c'est qu'ils vont avoir un effet vraiment exponentiel sur la performance, c'est le temps et c'est le rendement. Et le temps joue un rôle crucial. Donc même si aujourd'hui on a une faible capacité d'épargne, bon, on peut tout à fait investir parce que les produits financiers aussi sont aujourd'hui accessibles. On peut investir à partir de quelques dizaines d'euros par mois sur des assurances vie, sur des PER, sur d'autres choses, sur d'autres supports. Et donc il ne faut pas s'en priver et il faut se lancer. Ok, Guillaume. J'ai une question une remarque sur les versements programmés. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est? Alors, le versement programmé, c'est le fait de périodiquement, à une date précise, définie, en fait, de pouvoir investir. Et donc, les versements programmés sont nourris par notre capacité d'épargne mensuelle, hein, qui est, on va dire, la différence entre nos revenus, nos dépenses, notre train de vie et ce qu'on a envie d'allouer à nos investissements. Et ils ont une vertu, les versements programmés, c'est que justement, ils sont programmés. Et on ne se pose pas la question de quand est-ce qu'on doit les verser et quand est-ce qu'on doit investir. Et on se dépollue de cette idée du market timing, de se dire est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas le bon moment d'investir. Donc on appelle ça aussi en anglais, on le voit souvent le DCA pour le Dollar Cost Averaging. Et bon, en bon français, c'est du versement programmé. Et c'est une des bonnes pratiques qu'on verra d'ailleurs sur l'investissement. Ok, super, merci Guillaume. Du coup, on peut peut-être continuer avec ta pyramide, donc qui est un peu une manière de structurer l'épargne selon toi. Absolument. Donc, la pyramide du patrimoine, c'est un outil que j'aime bien, que je n'ai pas inventé, hein, qui existe, parce que je suis un ancien conseiller, donc j'ai aussi rapatrié pas mal d'outils que j'avais pu utiliser en tant qu'ancien conseiller. Et pour moi, c'est un cadre. On peut se poser la question, comment je développe mes finances? Et pour moi, la pyramide du patrimoine, c'est un vrai cadre qui puisse permettre de comprendre comment je peux développer mes finances.
Donc, la pyramide, on comprend bien qu'il faut qu'on l'élève progressivement. Et cette pyramide, on le verra juste après, qu'on va le mettre au service de ces projets. Mais cette pyramide, c'est quoi? Le socle, les fondations, déjà, c'est la question de la résidence principale. On ne va pas nécessairement y rentrer dans le détail parce que ça pourrait être un webinaire complet aussi. Est-ce qu'il faut acheter ou louer sa résidence principale? Mais c'est quand même la première question à se poser parce que très souvent, beaucoup ne passent pas à l'action sur le fait d'investir, que ce soit en bourse, en immobilier ou autre, parce qu'ils n'ont pas traité le sujet de la résidence principale. On ne sait pas si on veut acheter, on ne sait pas si on veut louer, et donc on ne sait pas quel apport on aurait éventuellement besoin, on ne sait pas quelle est notre capacité d'emprunt, notre capacité d'épargne. Donc tant qu'on n'a pas répondu à cette question, c'est très difficile de déployer les étages plus hauts. Donc première chose, acheter ou louer sa résidence principale. Ensuite, extrêmement important en investissement, et dans les finances de manière générale, c'est de construire son matelas de sécurité qu'on appelle l'épargne de précaution. Donc l'épargne de précaution, il y a quelques bonnes pratiques. C'est soit 3 à 6 mois de salaire, soit 6 à 12 mois de charges, de dépenses. Ça doit représenter son matelas d'épargne de précaution, qui est son matelas de sécurité en cas de coup dur et qu'on peut utiliser parce que c'est parfaitement liquide, parfaitement sécurisé. C'est typiquement là qu'on utilise le livret A, les LDD, comme étant le lieu en fait de l'épargne de précaution. Une fois qu'on a bien défini ce montant, là, l'épargne de précaution, Guillaume, ça va être quoi? 2-3 mois de salaire maximum? Ça va être 3 à 6 mois. Moi, ce que je dis en général, mais il n'y a pas de règle, hein, c'est 3 à 6 mois de salaire ou 6 à 12 mois de charges incompressibles. Ou pour certains, c'est juste un forfait. C'est de se dire, pour moi, c'est un livret A. Pour moi, c'est un livret A plus un LDD. Pour moi, c'est 10 000 euros. Voilà. C'est aussi parfois du ressenti. Mais en général, quand on doit donner un cadre, on dit entre 3 à 6 mois de salaire ou 6 à 12 mois de dépenses. D'accord. Et une fois qu'on a bien défini ce montant d'épargne de précaution, on est à l'aise sur le fait qu'on peut commencer à investir et monter dans les étages. Et là, on va arriver sur l'étage du fonds en euros et puis l'étage que j'appelle de l'investissement avec l'immobilier, la bourse et le private equity, où là, on va pouvoir commencer à aller sur des enveloppes qui nous permettent d'accéder à des supports où là, le capital n'est plus garanti. Donc, il va falloir intégrer une nouvelle notion qu'on appelle le risque. Et il va falloir commencer à jauger son appétence à ce risque. Et très souvent, en fait, il faut comprendre comment ça marche pour être rassuré par rapport à ce risque qui fait partie de la vie en soi et qui fait bien partie de l'investissement. Et on monte comme ça progressivement les étages avec le dernier chapeau que j'appelle l'alternatif, où ce sont toutes les solutions de placement du type crypto, crowdfunding immobilier, la forêt, les montres, les voitures, etc. etc. Avec quand même une bonne pratique sur cette pyramide également, que 80 à 100% du patrimoine doit être représenté par les 3 premiers étages et qu'au final, c'est entre 0 et 20% maximum la partie alternative. Ça dépend de la propension de chacun, du profil de chacun à s'exposer à ce genre d'actifs. D'accord. Ok. Voilà ça sur la pyramide. Et l'idée de la pyramide après, c'est de la mettre en face de ces projets. C'est ça une stratégie d'investissement. C'est de dire j'ai un cadre. Voilà. Aujourd'hui, ma pyramide, elle est telle qu'elle est. Hein. Si je fais le bilan aujourd'hui de mes finances, peut-être qu'elle est très basse en fait, parce que j'ai tout dans l'étage vert, j'ai tout sur des livrets, j'ai tout sur des comptes courants, c'est possible, parce que je n'ai pas été éduqué financièrement sur ces sujets. Ben là, aujourd'hui, je m'éduque, je comprends qu'il faut que je le mette en face des projets, je vais donc tracer une espèce de ligne de vie, c'est mes projets sur 3 horizons de temps, c'est les horizons de temps communément appelés en investissement, le court terme, le moyen terme et le long terme, 8 ans et plus, le long terme. Et là, je vais pouvoir choisir des supports d'investissement, choisir des enveloppes d'investissement qui vont bien sûr faire partie de ma pyramide et qui vont répondre à ces projets. D'accord. Super. On a une question sur ce qu'est un fonds en euros. On l'a vu dans ta pyramide. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais. Donc le fonds en euros, c'est un fonds présent en assurance vie ou en PER. C'est un fonds qui est géré par l'assureur. Déjà, une assurance vie, c'est géré par un assureur. Et les fonds en euros, c'est un peu une spécificité française parce que c'est un fonds géré par l'assureur à capital garanti et à effet cliqué. Donc le capital garanti, c'est-à-dire que si je mets 10, je retrouverai toujours mes 10 parce que le capital, il est garanti.
Et l'effet cliquet, c'est que chaque année, l'assureur va me verser les intérêts qui ont été générés par ce fonds et ils sont aussi définitivement acquis. Hein, donc, si j'ai eu 1 000 euros d'intérêt, eh ben, mon capital, alors ça fait beaucoup, si je dis 10 000 et 1 000 euros d'intérêt, ça fait 10% de rendement pour le fonds en euros, on n'en est pas là. On est plutôt autour de 2% sur l'année 2022, mais voilà, c'est un fonds sécurisé qui a une vraie utilité en assurance vie, pas nécessairement de par son rendement, mais c'est vraiment un fonds que moi j'appelle amortisseur qu'on peut utiliser pour soit verser les fonds parce qu'on a touché une grosse somme, on va d'abord verser les fonds là, puis on va rentrer progressivement sur des fonds un peu plus dynamiques, soit je veux arbitrer, je trouve que j'ai fait des belles plus-values, ben, je vais commencer à arbitrer, je vais les envoyer sur le fonds en euros. Donc ça, un fonds pour moi qui respire et qui est extrêmement utile en assurance vie. C'est vrai que c'est un support qui est très, très intéressant. Il y a différents fonds en euros qui sont rentables de manière différente, donc ça vaut le coup de les comparer. Et depuis toujours, les fonds en euros, ça c'est intéressant, ont eu un rendement supérieur au livret A. Donc ils sont toujours un peu au-dessus. Et cette année, sans doute, ils vont continuer à augmenter. Tu parlais de 2%. En 2023, ils devraient être à plus de 3%, exactement. OK. On a encore des questions. Il y a une question qui est intéressante. Alors, sur les cryptos, tu t'as déjà répondu, c'est dans le petit chapeau rouge, donc les cryptos que tu mets vraiment comme un investissement alternatif. Pour les personnes qui ont plus de 50 ans et qui ont tendance à se dire il est un peu tard maintenant, quel serait le conseil que tu pourrais donner? Ben, je fixerai exactement le même conseil, construire sa stratégie d'investissement. Parce que ce qui va changer en fait quand on a 50 ans, c'est peut-être juste l'horizon de temps en fait. Et les projets qui vont peut-être être différents que quand on a 20 ans ou 30 ans. Mais en réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire de se fixer les projets. Peut-être qu'à 50 ans, on est plus sensible au projet retraite qu'on ne l'est à 25 ans ou à 30 ans. Mais à 50 ans, ça laisse quand même, vu qu'on nous a rajouté 2 ans, ça laisse quand même pas loin de 15 ans pour s'occuper de ce sujet-là, ce qui est un horizon de temps acceptable et suffisamment long pour pouvoir aller chercher du rendement en s'exposant à du risque. D'accord. Super, merci. Si tu veux, on peut peut-être continuer avec comment investir. On peut continuer avec le comment. Effectivement, on se posait la question du pourquoi, et en fait, dans le pourquoi, en fixant les projets, on a répondu à d'autres questions, on a répondu au quand avec cet horizon de temps. Donc, on a défini une première, on va dire une première version de notre stratégie d'investissement en fixant des projets, les horizons de temps. On doit maintenant se questionner aussi sur notre profil de risque. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à prendre du risque, hein? Est-ce que je suis prêt à accueillir cette volatilité? La volatilité, ces fameuses variations là, qu'on peut voir quand on investit en bourse. Des fois, ça fait plus 10, des fois, ça fait moins 5. Donc ça, c'est la volatilité. Donc il faut être aussi à l'aise avec ça et s'éduquer. Pour moi, c'est une grande partie d'éducation, de comprendre en fait cette notion de risque pour bien l'appréhender. Et ensuite, va se poser la question des enveloppes. Les enveloppes d'investissement qui sont différents des supports d'investissement. Il y a souvent une confusion entre enveloppe et support. L'assurance vie en soi n'est pas un investissement, c'est une enveloppe fiscale qui permet d'accéder à des supports d'investissement. En l'occurrence, l'assurance vie et le PER sont des enveloppes fiscales qui permettent d'accéder à énormément de supports. Encore faut-il choisir la bonne assurance vie, parce que toutes les assurances vie ne se valent pas, mais on en reparlera. Mais une assurance vie, par exemple, les assurances vie que vous avez chez Lynxea, il y a bien sûr un fonds en euros. Ça, systématiquement, dans une assurance vie, il y aura toujours un fonds en euros. Il peut y avoir des titres vifs, donc ça, c'est très rare, mais ça existe, notamment chez vous, de pouvoir investir dans des actions en direct. Il y a des fonds alors qu'on appelle les fonds actifs au PCVM, FCP, ça c'est que des noms financiers un peu barbares, mais ce sont des fonds d'investissement gérés activement, c'est-à-dire par des professionnels de la finance. Et il y a ensuite plein d'autres supports comme des trackers qui permettent de suivre un indice, des supports en immobilier, que ce soit de la SCPI, SCI au PCI. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de rentrer dans les détails de tout ça, mais également des produits structurés. Bon, tout ça pour dire que les enveloppes vont permettre d'accéder à des supports. Je fais juste un petit aparté pour bien comprendre la différence, que certaines enveloppes ne donnent pas accès à beaucoup de supports. Si je prends l'exemple du PEA, le plan épargne en action, il ne donne accès qu'à des actions et à des actions françaises ou européennes.
Hein, donc, on peut investir dans un PEA, dans des actions en direct. On peut investir aussi dans des trackers, mais on sera géographiquement nécessairement borné par ça, avec une petite différence près sur les trackers, où il existe une petite combine pour investir dans des trackers monde, mais bon, c'est pas le sujet ici. Et à partir du moment où on a choisi ces enveloppes, on choisit ces supports, et c'est parti. Et la vraie question qu'on a à se poser après, c'est notre niveau de connaissance qui nous permet de dire, est-ce que je veux le gérer librement ou est-ce que je veux le gérer, confier la gestion à ce qu'on appelle une gestion pilotée. Alors, la différence, c'est si on le gère librement, effectivement, ça coûtera un peu moins cher. Et si on le gère de manière pilotée, ça coûte le service du pilotage, où là, il y a un gestionnaire qui va gérer selon l'horizon de temps, selon le profil qu'on lui a confié, qui va gérer pour nous nos contrats. D'accord. Et donc, Guillaume, gérer un contrat d'assurance vie, ça veut dire en fait décider de l'allocation des différents supports qu'on va mettre au sein de l'enveloppe. C'est ça, hein. Gérer un contrat, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai peut-être 10 000 euros à placer. Dans quel support? J'ai décidé d'ouvrir une assurance vie. OK, j'ouvre mon assurance vie. Mais où est-ce que je vais allouer ces fonds? On appelle ça l'allocation d'actifs. Où est-ce que je me positionne? Est-ce que je mets tout sur du fonds en euros? Est-ce que je mets un peu d'immobilier? Est-ce que je mets un peu de tracker? Est-ce que je mets un peu de fonds actifs? Est-ce que je mets des obligations? Est-ce que je mets de l'action? Donc, ça peut paraître compliqué comme ça parce qu'il y a un vaste choix. Donc, la force du choix, c'est de se dire, ouais, je peux choisir plein de choses. La faiblesse, c'est de se dire qu'on ne sait pas quoi choisir. Mais au final, avec un tout petit peu d'éducation et le fait de s'informer, il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur Internet là-dessus, on arrive facilement à décider ce qui nous convient le mieux. D'accord. Il y avait une question justement qui était est-ce qu'il faut passer par quelqu'un? Donc je pense que à travers ça, ou bien est-ce qu'il faut faire tout seul? Donc ça dépend un petit peu de son appétence en fait et de sa connaissance et du temps qu'on veut y passer pour ce choix entre gestion libre ou gestion pilotée. Il y a une autre question qui est quels sont selon toi les meilleurs supports d'une assurance vie? Une assurance vie idéale, est-ce que c'est quoi? C'est 50% de fonds euros, 20% de fonds au PCVM, 10% d'immobilier. En fait, il y a aussi un peu une pyramide au sein même d'une assurance vie. Oui, il peut, mais ça, pour moi, ça dépend vraiment des projets. C'est-à-dire que ça dépend vraiment à la fois des projets et à la fois des individus. Euh, Si je prends mon cas à moi, je vais être quelqu'un qui va investir sur le long terme, qui est plutôt un profil offensif, donc je vais nécessairement plus m'orienter sur des actions, clairement. Après, je peux aussi investir quand j'estime que les actions sont trop hautes, ou etc. Mais ça, c'est plus du pilotage après. Je peux me positionner un peu sur des fonds immobiliers. Ça m'arrive d'être aussi investi en euros. On va dire que ça dépend vraiment des gens. Après, il y a vraiment des stratégies assez simples de se dire si on a un horizon de temps qui est suffisamment long, que je comprends bien cette notion de risque, qu'est-ce qui va me produire le plus de rendement sur le long terme? C'est les actions. Et là, il n'y a pas X choix. Et en plus de ça, on verra que le fait de diversifier, c'est quand même aussi une bonne pratique. On peut aller sur des trackers, on peut aller éventuellement sur des fonds actifs. Moi, je suis plus tracker. Et à partir de là, voilà, on a une stratégie d'investissement assez simple, diversifiée, et qui nous permet de construire une vraie rentabilité sur le long terme. D'accord. Parce qu'on a une question de Boris qui dit quel intérêt à investir dans une assurance vie aujourd'hui où les rendements peuvent sembler être égaux à ceux du livret A. Alors déjà, le livret A, il y a un plafond. Donc au bout d'un moment, en fait, on ne peut plus remplir son livret A. Et l'assurance vie, on a un fonds euro garanti, donc qui va être un peu comme un livret A à l'intérieur finalement d'une assurance vie. Et après, on va pouvoir aller chercher ce que tu disais, Guillaume, du rendement à travers certains ETF ou certains produits structurés. C'était aussi une question qu'on avait. Est-ce que tu peux en quelques secondes expliquer ce que c'est qu'un produit structuré qui est très en vogue? Je sais pas, quelques secondes. Ouais. Et qui est très peu connu. Ouais, c'est très peu connu, c'est un peu plus complexe à saisir, mais une fois qu'on a vraiment saisi le concept, on comprend la force de ces produits-là. En fait, c'est des produits, je dois l'expliquer simplement, c'est des produits avec des règles du jeu. C'est-à-dire qu'on va limiter le gain potentiel qu'on peut avoir sur ce placement, mais on va aussi limiter énormément les pertes. Donc, c'est un placement qui va être adossé en général à un indice, et en fonction de la performance de l'indice,
eh ben, on va me distribuer un rendement. En général, le rendement, il est fixe, c'est 5%, 6%, 7% par an si l'indice est supérieur au niveau initial. Et en général, ce qui fait la force des produits structurés, et il en existe de plein de types, c'est qu'on peut sécuriser. C'est-à-dire que s'il y a une baisse de l'indice, on peut quand même récupérer à 100% de notre capital selon les conditions qui sont fixées dans le produit structuré. Et il en existe plein. Il y en a qui vont sécuriser à 100% le capital, c'est-à-dire quelle que soit la baisse de l'indice, on retrouvera notre capital identique à l'entrée s'il a baissé aux dates de constatation. Il y en a d'autres qui vont juste le protéger à hauteur de 100%, mais uniquement si l'indice descend pas en dessous de 70%. Bref, il y a plein de règles du jeu, donc il faut vraiment aller regarder dans le détail. Mais c'est en général des solutions qui sont intéressantes de diversification, particulièrement quand les marchés sont un peu comme en ce moment, c'est-à-dire sans direction très claire. On est quand même aujourd'hui sur des marchés qui sont très hauts, avec des indices qui ont quasiment tous flirté avec leur plus haut historique. Et donc, on peut raisonnablement se poser la question, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Les produits structurés sont un élément de diversification intéressant pendant cette période-là où on ne connaît pas trop la direction du marché. Ok. Je me permets quand même d'ajouter que d'avoir des produits structurés ou bien du private equity ou des ETF dans une assurance vie, c'est finalement assez rare. C'est-à-dire que les assurances vie des banques n'en offrent pas. Là, tu parles vraiment de gens qui sont en ligne, enfin de distributeurs en ligne comme Lynxea. On n'est pas les seuls, mais c'est quand Là, même c'est parce que je suis chez Lynxea que je parle de. C'est sûr. Non, mais je pense que c'est vraiment important de le comprendre et de le noter. C'est une assurance vie bancaire. C'est vraiment très, très moyen. L'assurance vie bancaire, je vais avoir probablement des frais d'entrée, je vais avoir des frais de gestion qui sont OK dans la moyenne, mais je vais avoir accès à des supports d'investissement qui sont en général pas en architecture ouverte, pour les assurances vie bancaires un peu classiques et traditionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vendre les fonds de la banque elle-même. Donc, ils prennent de tous les côtés. Donc, c'est vrai qu'une assurance vie bancaire, c'est très moyen. Et je vous recommande vraiment de vous orienter vers des courtiers en ligne comme Lynxea qui proposent des assurances vie avec de vastes choix en termes de support et surtout des frais au minimum. Ouais. À noter aussi, peut-être, c'est important que dans certains contrats d'assurance vie, on peut avoir différents compartiments, c'est-à-dire mettre une gestion pilotée d'un côté et ensuite avoir une partie en gestion libre où là, on va pouvoir acheter des SCPI, par exemple, ou des produits structurés, donc des produits un peu complexes, en plus d'une gestion pilotée. Ça aussi, tous les distributeurs n'en offrent pas, mais c'est vraiment intéressant, ces nouvelles assurances vie qu'on appelle multipoches. Super intéressant de pouvoir les utiliser comme des projets différents. Ouais. Alors, le fonds euro, on en a parlé, assurance vie et PER. Peut-être que, tu sais quoi, peut-être qu'on peut peut-être continuer sur justement l'assurance vie, en fait, pour voir et voir si elle est différente du PER. En tout cas, c'est deux enveloppes qui sont assez intéressantes à maîtriser en base de l'épargne. Donc, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin en assurance vie. Oui, bien sûr. L'assurance vie, c'était intéressant tout à l'heure la question sur pourquoi j'investirais sur une assurance vie avec des fonds qui ne rapportent pas plus que le livret A, parce que c'est souvent la confusion qu'on a sur l'assurance vie, qu'on ramène tout de suite au fonds en euros. Mais une assurance vie, il faut vraiment se dire, c'est une enveloppe fiscale de placement dans laquelle je vais avoir pas mal de supports d'investissement. Donc déjà, l'assurance vie, c'est ouvert auprès d'un assureur. Donc c'est un assureur qui est derrière. Ce sont des contrats multi-supports parce que aujourd'hui, quasiment tous les contrats sont multi-supports. Ça existe, des contrats mono-supports où il n'y a que du fonds en euros, mais là, on parle de contrats multi-supports. C'est aussi accessible aux mineurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs fonds dans lesquels on peut investir en assurance vie. Il y a ce fameux fonds en euros, le capital garanti, faible rendement, OK. Et il y a de l'autre côté tout ce qu'on appelle les unités de compte. Ce dont on parle depuis tout à l'heure, on parle de ces unités de compte. Les fonds en action, les trackers, les produits structurés, etc. Tout ça, ce sont des unités de compte qui vont être différentes, mais ce sont des unités de compte.
La spécificité des unités de compte, c'est que à partir du moment où on investit en unités de compte, on prend du risque. Il y a donc une risque de perte en capital, mais ce risque-là, c'est pour avoir un peu plus de rendement. Ok, Autre Guillaume, chose, excuse-moi, vas-y, je je t'en te prie. coupe un instant parce qu'en fait, il y a pas mal de questions qui disent, j'ai toujours cru que l'assurance vie, c'était débloqué uniquement en cas de décès. Est-ce que tu peux Non, nous... ouais, alors ça, c'est son nom qui l'a trahi aussi. C'est tous les préjugés autour de l'assurance vie. On peut les dégommer un. Une assurance vie n'a d'assurance vie que le nom, parce qu'en soi, ce n'est pas une assurance décès. C'est un placement qui est disponible à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'investis 10 000 euros. Si je veux les récupérer demain, je les récupère demain. On appelle ça D'accord. un rachat. Donc, l'assurance vie est disponible. Il y a aussi cette histoire des 8 ans dont on entend souvent parler. C'est pas bloqué pendant 8 ans. 8 ans, en fait, c'est la 8 ans. On le voit dans le petit carré fiscalité, où on voit qu'elle devient plus avantageuse après 8 ans. Et c'est pour ça qu'on croit que c'est bloqué sur l'assurance vie, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une enveloppe qui est justement très liquide et qu'on peut récupérer. On peut récupérer les fonds un peu n'importe quand. D'accord. Donc, avant 8 ans, on va être imposé en cas de rachat uniquement sur la plus-value qu'on a fait à 30%. Et après 8 ans, la fiscalité va être plus légère. Mais on peut tout à fait débloquer 3 mois après avoir ouvert une assurance vie son argent. On peut, quand on veut, récupérer ses fonds dans une assurance vie. Absolument. D'accord. Et alors, pour la succession, Donc, la succession, c'est aussi une spécificité de cette enveloppe assurance vie, où il va y avoir des abattements. Alors déjà, au-delà des abattements, c'est un contrat d'assurance. Donc ce contrat d'assurance, c'est quand même aussi une enveloppe de protection. Donc on peut désigner, on verra qu'il y a une clause bénéficiaire systématiquement à l'ouverture d'un contrat d'assurance vie. Quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous est proposé de désigner les bénéficiaires de ce contrat de décès. donc, Le jour où je décède, les sommes seront versées aux bénéficiaires tels que mentionnés dans la clause. Et les bénéficiaires peuvent être n'importe qui. Ça peut être ses enfants, ça peut être son conjoint, mais ça peut aussi être une personne tierce. Et l'avantage de l'assurance vie, c'est qu'au moment du dénouement, c'est-à-dire au décès, il n'y aura pas de frais de succession jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire pour tous les versements qui ont été réalisés avant 70 ans. Après 70 ans, c'est beaucoup plus contraint, où là, c'est 30 500 euros d'abattement, tous bénéficiaires confondus. Donc, ça veut dire que si j'avais aujourd'hui 2 enfants, que j'ai 300 000 euros sur une assurance vie, que je décède, ben, mes 2 enfants peuvent toucher 150 000 euros sans aucun droit de succession. Et ça rentre pas en compte, même dans les autres abattements qu'on peut avoir pour frais de succession. d'accord. Donc, l'assurance vie ne fait pas partie, en fait, de ce qu'on considère être la succession. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi très intéressant. Et notamment, en effet, le fait que les bénéficiaires soient libres. Donc, ça peut aussi ne pas être ses enfants. Si on... Absolument, ouais. Ça c'est important. D'accord. Ok. Alors, donc il y avait les frais, quelques questions, notamment de Patrice sur les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais sur support, etc. Peut-être, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui. C'est important de comprendre la structuration des frais sur une assurance vie. Donc, il y a les frais d'entrée. Donc, les frais d'entrée, c'est je mets 100, s'il y a 2% de frais d'entrée, ben, il y a 98 euros qui vont être investis. Bon, les meilleurs contrats aujourd'hui, c'est 0% de frais d'entrée. Euh, Ensuite, il y a les frais de gestion annuels de l'assureur. Donc là, en l'occurrence, ça peut aller entre 0,5% par an, comme vous avez chez Lynxea en gestion libre, jusqu'à 2% par an pour d'autres, sur des gestions pilotées, etc. Là, c'est vraiment ce qui est pris sur l'encours du contrat. Donc tous les ans, on prend 0,5% par an qui est pris par l'assureur pour la gestion du contrat. Ensuite, on a ce qu'on appelle les frais courants des supports, c'est-à-dire les supports dans lesquels on va investir. Ils ont aussi des frais, sauf qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas directement. Si je prends un fonds traditionnel qui est opéré par une équipe de gestion professionnelle, etc., ils vont prendre sur des fonds en action, on est aux alentours de 2%. Donc ça veut dire que eux, ils vont collecter les fonds auprès des investisseurs. Ils vont faire leur tambouille pour essayer de battre le marché. Ils vont peut-être réussir à faire 8% de rendement, mais vu qu'ils ont 2% de frais,
ce qui va être versé pour l'investisseur, ça sera 6%. Et ce qu'on verra sur notre contrat d'assurance vie, c'est 6%. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Ils ne sont pas cachés, mais ils sont pas visibles. Hein, mais vous pouvez retrouver tous ces frais sur ce qu'on appelle le document d'information clé que vous devez de toute façon prendre connaissance quand vous ouvrez un contrat. D'accord. Ok, merci. On a aussi des questions sur les transferts d'assurance vie. Alors ça, c'est aussi important de savoir quand l'assurance vie, c'est pas transférable d'un assureur à l'autre. Donc, Ouais. si vous êtes coincé avec une assurance vie que vous avez achetée quand vous étiez jeune auprès de votre banque, parce qu'en fait, on nous a flanqué des contrats d'assurance vie avec des banques traditionnelles, on ne peut pas transférer ces contrats-là vers des nouveaux contrats plus modernes et moins chargés en frais. Il faut ouvrir en fait une nouvelle assurance vie et mettre de l'argent sur ces nouveaux contrats d'assurance vie. C'est transférable au sein d'un même assureur. Et encore, c'est très compliqué. Mais d'un assureur à l'autre, on ne peut pas transférer une assurance vie. Ok. D'autres questions? Donc là, je pense que tu as un petit peu répondu à comment choisir une assurance vie. Est-ce qu'elle se valent? Il faut, selon toi, regarder bien les frais, bien sûr. Il faut regarder les frais, les supports disponibles. Voilà, la qualité de support à l'intérieur, ça va être les deux choses en fait les plus importantes, et savoir s'il y a une gestion pilotée disponible. Ok. Alors, quel est l'avantage de l'assurance vie? Donc, c'est Chaker qui nous pose la question quel est l'avantage de l'assurance vie par rapport à un PEA? Alors, pour moi, c'est vraiment des enveloppes complémentaires. C'est-à-dire, je ne suis pas en opposition. Il y a des différences. Les différences, c'est quoi? Un PEA, c'est uniquement pour de l'action. Un PEA, lui, ça va être une fiscalité encore plus avantageuse que l'assurance vie après 5 ans, parce qu'on ne paye que 17,2% de prélèvements sociaux. Par contre, on est vraiment limité en termes de support et en plus, il y a un plafond. On ne peut pas verser plus de 150 000 euros sur un PEA. Pour moi, des enveloppes complémentaires, mais les différences se tiennent ici. Ouais. D'accord. Donc, dans un PEA, on peut mettre que des actions et encore certaines actions. On ne va pas pouvoir acheter du Amazon ou du Tesla dans un PEA. Et on n'a pas non plus soit de fonds euros, ni d'autres supports comme du private equity, de l'immobilier, des on n'a pas d'obligation, on n'a pas tout ça. Non. Ok. Très bien. Et ben maintenant, on peut, et ça va être une de nos dernières slides, parler de 3 bonnes pratiques selon toi. Oui. Il y en a plusieurs, mais là, pour moi, c'est vraiment les 3 bonnes pratiques essentielles si on doit aujourd'hui démarrer des investissements. C'est déjà d'être bien clair sur est-ce qu'on est en mesure d'investir sur le long terme ou pas. L'horizon de temps est extrêmement important en investissement, ce n'est pas la chose la plus importante. Mais à partir du moment où on décide d'ouvrir un contrat d'assurance vie et que c'est pour un projet long terme, futur, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il serait de bon ton de se positionner sur des actions. Et c'est ce que montre la petite courbe où on ne voit pas, c'est pas très clair ici. La courbe verte, la courbe, c'est la rentabilité cumulée sur les 30 dernières années, de 1992 à 2022, et les différentes classes d'actifs. Donc la courbe verte que vous apercevez, ce sont les actions françaises avec dividendes réinvestis qui ont fait plus 673% de performance sur 30 ans. Ça fait du 7% par an. En rentabilité annuelle. Ça nous parle plus que plus 673. Donc, depuis 30 ans, les actions françaises ont fait plus 7% par an. En revanche, on voit aussi que c'est la courbe qui est la plus accidentée. On voit que ça monte, que ça baisse. On voit les différentes crises. Il y a l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000. Il y a la crise des subprimes en 2008. Et depuis 2008, on aperçoit un peu notre petite crise Covid de 2020. Mais on voit que sur le long terme, les actions sont la classe d'actifs qui a le plus performé. Donc, si on est vraiment prêt à investir sur le long terme, il est intéressant de regarder vraiment de plus près les actions et de se positionner sur les actions. Ensuite, la deuxième bonne pratique, c'est la diversification. Donc là, c'est pas grave si on ne voit pas les chiffres. L'idée, c'est juste de comprendre toutes les cases que vous voyez représentent des classes d'actifs. Chaque couleur représente une classe d'actifs.
des actions, des obligations, de la SCPI, etc. Et toutes les colonnes représentent des années. Et tout ce qui est en haut est ce qui a le plus performé chaque année. Ce qu'il faut comprendre simplement de ce petit graphique coloré, c'est que ce n'est jamais la même classe d'actifs qui surperforme chaque année. Donc, on ne sait jamais par avance, chaque année, quelle classe d'actifs va pouvoir mieux performer que d'autres. Donc, c'est intéressant de diversifier à la fois de manière géographique, mais à la fois de manière on va dire, sur les classes d'actifs elles-mêmes. Hein, aujourd'hui, pourquoi pas être positionné un peu sur des obligations également, pourquoi pas un peu sur de l'immobilier ou pas, ou plus sur des actions. Bon, il y a une vraie réflexion, mais la clé est souvent la diversification. Et ça vaut aussi ne pas investir sur une action en particulier et mettre tous ses fonds sur une action parce qu'on y croit fort. Ben non, c'est trop dangereux. Donc, on investit dans des paniers d'actions, soit dans des fonds, soit dans des trackers qui représentent des paniers d'actions. Ça, c'est vraiment une des clés de l'investissement, de pouvoir diversifier. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est l'investissement progressif, les versements programmés, ou d'investir de manière progressive sur les marchés. Parce qu'aujourd'hui, si on doit rentrer sur les marchés, on ne sait pas si c'est un point haut, si c'est un point bas, on ne sait pas en fait. On sait ce qui s'est passé par le passé, on ne sait pas ce qui va se passer demain, personne n'est devin, sinon il serait très riche. Donc, une des bonnes pratiques pour s'enlever un petit peu de stress, c'est d'investir progressivement. On appelle ça le DCA, le Dollar Cost Averaging. Et là, je voulais juste montrer ce petit schéma qui montre un peu la puissance de ce versement programmé. C'est ma flèche orange, c'est si j'avais investi 1000 sur le premier mois. Et que 8 mois après, j'ai ma courbe disons que c'est une action qui a évolué, elle est revenue à 10. Au final, j'ai fait une performance de 0%. Mais si ces 1000, j'ai investi en 8 fois, progressivement, je me retrouve en fait au même moment à la fin de ces 8 mois avec 5,6% de performance. Juste parce que j'ai pris la décision de ne pas investir en une seule fois, mais que j'ai pris la décision d'investir en plusieurs fois. Et en plus de ça, l'investissement progressif, il permet donc de lisser le point d'entrée et il permet d'être un peu moins stressé quand on a des hausses de marché importantes et des mouvements de marché. Bon, quand ça va à la hausse, on n'est pas stressé, mais quand ça va à la baisse, c'est un peu compliqué. D'accord. Et ça peut être vraiment très intéressant quand notamment on a une rentrée d'argent importante, on vient de vendre une résidence principale ou on a un héritage, de ne pas tout mettre au même moment parce qu'il y a vraiment le risque. Et là, il y a quelqu'un dans le chat à qui c'est arrivé, Makwala, qui dit je suis rentré il y a 2 ans en assurance vie et du coup, j'ai perdu un petit peu d'argent parce qu'il y a 2 ans, c'était juste post mi-2021, on était au maximum et l'année 2022 a été complexe. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très important d'investir comme ça et de ne pas rentrer en une seule fois. Ouais, clairement. Et puis, je pense même que vous avez sur des contrats, il y a des options en fait d'arbitrage programmé qui permettent de rentrer progressivement. C'est-à-dire pour plus s'en soucier, on met le capital aujourd'hui sur le fonds en euros et puis on se dit que pendant 1 an, on va prendre un petit montant chaque mois et on va se positionner sur les supports qu'on a sélectionnés. Voilà, oui. Sur les contrats LINCEA, on peut en effet faire ça. Donc, ça s'appelle des supports d'attente. Donc, on rentre en assurance vie sur un support garanti en capital et ensuite, on va faire des arbitrages un petit peu chaque mois pour aller vers des supports qui présentent, eux, un risque. J'ai une question d'Aurélie qui dit, avec un projet d'achat de résidence principale dans 2-3 ans, est-ce judicieux de placer les fonds qui vont être utilisés en apport? Alors, ouais, l'horizon de temps de 2-3 ans, il est très compliqué en investissement. Très, très compliqué. Parce qu'on pourrait se dire, bon, j'ai 3 ans quand même, donc je peux quand même faire des choses. Et en même temps, c'est difficile de prendre du risque, particulièrement sur des projets de résidence principale. On n'a pas envie que notre apport il baisse et que notre projet il puisse ne plus passer. Donc, c'est éventuellement sur du fonds en euros. C'est ce que je ferais, moi, sur un horizon de 2-3 ans. Mais voilà. Je ferai pas autre chose sur cet horizon-là, et particulièrement sur un projet résidence principale. Ok. Une autre question de Bruno. J'ai obtenu une plus-value conséquente suite à la vente de ma résidence principale. Dans un contexte d'inflation, est-il mieux de faire un remboursement anticipé partiel sur un nouveau crédit ou de placer l'argent autre part?
Alors, je dirais, posé comme ça, moi je dirais que ce serait plus judicieux. Alors, ça dépend à quel est le taux de crédit, mais s'il a fait partie des vagues et renégocié des taux bas, c'est presque plus intéressant de se dire je vais le placer parce que dans un contexte d'inflation, voilà, rien que les obligations vont nous permettre de fournir du rendement qui aura été supérieur en fait au taux de crédit qu'il a contracté. Donc, vu comme ça, avec juste cet élément-là, on pourrait se dire c'est plus intéressant de le placer et pas de rembourser le crédit. Ok. Super. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de nos 45 minutes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Juste pour vous signaler, donc il y a pas mal d'offres promotionnelles sur le site de Lynxea pour de nouveaux clients, notamment des 200 € offerts, 150 € offerts sur différents contrats et en assurance vie et en PER. Donc, je vous invite à aller sur le site de Lynxea et ou d'appeler les équipes d'Emmanuel à partir de demain, 9 h, qui se feront un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Je vous propose aussi de rejoindre la communauté de Guillaume. Donc, il a une super newsletter et une offre de formation pour aller un petit peu plus loin qui s'appelle Regenize Flash. Il y aura donc un replay avec les slides de cette présentation qu'on va vous envoyer demain dans un email, donc avec tous les liens si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, et ben si jamais ça vous va, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup Guillaume de tes Diane. conseils précieux. À très bientôt et puis très bonne soirée à tous. À très vite. Merci. Merci. Au revoir.